Mesdames, Messieurs, très heureux d'être avec vous pour ce Africam le débat qui va durer pendant 26 minutes. Au menu de cette émission, nous allons traiter de la noix d'acajou en Guinée-Bissau. Pour nous parler de cela, nous avons Madame Vieira Nazareth, épouse du président Nuno Vieira, président de Guinée-Bissau, qui se bat pour défendre les producteurs de son pays, victime de la baisse des prix. Rappelons que la noix d'acajou est un produit, c'est presque de l'or en Guinée-Bissau et que c'est un produit assez convoité. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste, je vous remercie. Tout d'abord, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer au niveau de Télésud, une chaîne internationale, et j'apprécie énormément votre efficacité. Je vous en remercie encore une fois. Je suis là encore une fois parce que en 92, par exemple, j'étais étudiante ici en France. Finissant mes études, j'ai rencontré des personnalités qui ont voulu, entre ces personnalités, j'ai rencontré un monsieur, un ancien combattant français, qui a voulu aller au niveau de mon pays, c'est parce que à l'époque déjà, il avait entendu parler de ce produit, que en réalité, c'était quelque chose de très important et aussi apprécié à l'époque déjà comme apéritif. Je lui ai parlé de mon pays et tout de suite, il était prêt à partir. Alors, je lui ai fait venir en Guinée-Bissau, ça, en 92, et avec quelle quantité de riz, parce que vous savez, je viens d'un pays lusophone et mon peuple mange beaucoup le riz. Alors, je lui ai dit, mais dans ce cas, pourquoi pas vous installer déjà chez moi avec un produit qui est très bien apprécié, c'est le riz, par exemple. Hein, chez moi, les gens mangent le riz 4 fois. Alors, il était tout de suite prêt et avec beaucoup de plaisir. Il s'est rendu chez moi avec 22 000 tonnes de riz, hein, ce qui n'est pas du tout une petite quantité. Bon, c'est vrai que alors ça n'a pas été facile ni pour lui ni pour moi, c'est parce que à l'époque, étant par exemple en France, à mon retour, j'ai pas pu, par exemple, lui trouver des gens convenables, des gens capables d'être en mesure, c'est parce que moi je n'avais pas assez de temps, d'être en mesure ensemble avec lui, pouvoir en réalité faire la distribution ou bien échange entre le riz et la noix d'acajou, ce qui serait idéal. Un système de troc. Un système de troc. Alors ça n'est pas du tout, ça s'est pas du tout bien passé, et voilà. Et tout de suite après, m'est venue à l'idée de créer une école francophone. Pourquoi? C'est parce que ici, pendant que j'étais étudiante, j'ai eu ma fille aînée, 92-93. C'était quoi le nom de l'école? L'école francophone Jean de La Fontaine. Ah, Jean de La Fontaine. Voilà, c'était en quelque sorte. Hein? Non, je ne suis pas francophone, je suis lusophone. Vous êtes lusophone, mais vous parlez français. Quoi. Exactement, en quelque sorte, j'étais en train de promouvoir la langue française dans un pays lusophone. Qu'est-ce que vous êtes venu de promouvoir la langue française? Vous aimez la langue de déjà, Lamartine? J'ai toujours préféré le français. Ah bon? Étant étudiante, je suis née en Guinée-Bissau, plus précisément à Bissau, la capitale. J'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, ma jeunesse, et finalement, j'ai toujours eu français et anglais, mais j'ai toujours préféré français comme langue. Français. Ah, d'accord. Voilà, et, voilà, à l'époque, j'ai préféré, avec une bourse, venir faire mes études en France. Pourquoi avez-vous créé une école de français en Guinée-Bissau? J'ai créé une école
l'école, bon, c'était quoi l'objectif? Revenant sur ma fille aînée, qui est née ici à Paris, elle est née française, n'est-ce pas? Et bon, elle parlait uniquement le français comme langue. Alors, en arrivant en Guinée-Bissau, j'étais obligée, mon mari et moi, de l'inscrire dans une école française. Voilà, et j'ai eu un deuxième garçon aussi. Alors, ils étaient deux à l'école, ce qui nous coûtait très, très, très cher. Un couple d'amis est venu me voir en me proposant qu'on crée une école. J'ai accepté. J'ai été tout de suite avec le projet de création de cette école. Nous avons eu une école privée, je précise. Privé. Voilà. Nous avons eu un fonds perdu canadien, 50 000 $. Et 1994, l'école était dans une phase d'expérience. Tout de suite, j'ai été soutenue aussi par la coopération française. Voilà, un montant de 150 000 francs français à l'époque. Et tout de suite, de nouveau, j'ai eu 100 000 francs français. L'école a démarré. Une année d'expérience. Et comme ça, l'école a démarré avec niveau qui allait tout de suite de niveau crèche au niveau terminal. Voilà. Il y a des gens qui ont obtenu le bac? Qui ont obtenu le bac. Par exemple, en 97. Entre-temps, l'école avait aussi des cours de langue parallèlement, français, anglais, espagnol, voilà. Et j'avais attribué 40 places gratuitement aux enfants pauvres. Pourquoi? C'est parce que je ne me sentais pas du tout bien étant dans un pays lusophone et voir les enfants de mon pays, par exemple, ne pas pouvoir avoir accès à une école francophone, n'est-ce pas, qui existait déjà au niveau de la capitale. Donc vous avez ouvert la chance aux plus démunis. J'ai ouvert la chance, exactement. Alors, j'ai aussi attribué 11 places gratuitement aux militaires et aussi aux fonctionnaires qui venaient. Bon, en 97, 98, je voyais des enfants qui parlaient déjà très, très, très bien le français et l'anglais. Je voyais des fonctionnaires de mon pays qui parlaient, qui s'exprimaient très, très, très bien en français. Je voyais aussi la volonté des fonctionnaires de mon pays en train de vouloir venir apprendre une langue étrangère, surtout parce que nous sommes entourés uniquement que des pays francophones et aussi lusophones, des pays, voilà. Et c'était vraiment un grand plaisir. Et ça m'a vraiment donné l'envie d'être chez moi et de pouvoir continuer exactement à côté de mon mari à lutter pour, en quelque sorte, le développement socio-économique de mon pays. Je vois que l'éducation est un élément fondamental dans votre action. Nous allons revenir à un sujet qui vous tient à cœur. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes à Télé-Sud aujourd'hui. C'est pour vous êtes depuis quand vous avez commencé déjà à défendre les agriculteurs? Oui, les agriculteurs. Oui, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit et qui vous a motivé à prendre ce combat à bras le corps et à lutter pour défendre les agriculteurs? Alors, à Paris, j'étais en train de regarder la chaîne portugaise, RTPI. Alors, tout d'un coup, je vois des producteurs, des agriculteurs de mon pays, un peu loin de Bissau, la capitale, en train de... Ils se sont organisés pour une marche. Soi-disant, ils demandaient au gouvernement de bien s'occuper de la noix d'acajou. Pourquoi? C'est parce que la noix d'acajou est considérée, a toujours été considérée, mais en ce moment, est vraiment considéré l'or, parce que en ce moment, par exemple, c'est en réserve, par exemple, l'existence du pétrole. Mais nous ne pouvons pas dire que notre pays se dispose du pétrole. C'est l'une des principales richesses, vous voulez dire, et il faut défendre. Il faut la défendre. C'est comme de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Alors, je me suis dit, bon, en 92, la noix d'acajou appartenait à l'État. Ça constitue combien? 85% des recettes du pays? 85%. C'est important, ça. Exactement. D'où votre combat des recettes, voilà, de l'exportation de mon pays. Oui. Exactement. Alors, je me suis dit, mais à l'époque, en 92, quand j'ai fait venir des étrangers s'installer chez moi, la noix d'acajou appartenait à l'État. Mais à l'époque, la noix d'acajou coûtait entre
700, 800, 900 dollars la tonne. Mais comment ça se fait que maintenant... Et puis j'ai assisté à des Guinéens-Bissau, des Guinéens-Conakry aussi, qui ont pu vendre la noix d'acajou à Paris à ce prix-là, 800, 900 Qu'est-ce qui s'est passé dollars. Depuis Et là que, par exemple, nous avons vraiment une opportunité parce qu'elle est privatisée. Le projet noix d'acajou, c'est plutôt... Ça devait être mieux géré, plus rentable. Ça devrait être mieux géré. Pourquoi? Ici, je suis en train, en ce moment, et voilà, revenant, j'ai tout de suite contacté des gens et qui étaient prêts à venir de nouveau en Guinée-Bissau pour pouvoir commencer de nouveau l'exportation de la noix d'acajou. Alors, quelle proposition j'ai eue? J'ai eu tout de suite 30 000 tonnes de noix d'acajou qui devraient être exportées tout de suite à un prix Quels sont de les 350, grands pays consommateurs? à un prix de 350. Et c'était le prix, il était pris, exactement, et c'était le prix que le gouvernement qui avait soutenu mon mari au niveau des élections avait choisi. C'est-à-dire que les 350, ce n'est pas du tout le prix de Nazareth. Ça y est, c'était acquis, ça. C'était acquis. Et comme mon mari venait de gagner les élections, tout ça, alors j'ai voulu surtout aussi, parce que pourquoi est-ce que je défends les 350 francs CFA comme kilo? Parce qu'avec ce prix, je vous assure que les salaires qui sont toujours en retard au niveau de mon pays vont pouvoir aider nos salariés qui n'ont pas eu, par exemple, de salaire, par exemple, 4-5 mois de retard d'arriéré. Et ces salariés sont des pères de famille, sont des pères qui veulent envoyer des enfants à l'école, sont des papas et des mamans, par exemple, c'est des couples qui veulent pouvoir acheter du médicament. Les 350, calculons, mon pays vient et suit d'une guerre civile. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup de difficultés en ce moment, n'est-ce pas? Je vois que l'école n'arrive pas du tout à commencer, par exemple, en Guinée-Bissau, en octobre. Et vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Mon école commençait chaque année le 1er septembre. Oui, on a un mois d'avance. Et fermait ses portes fin juin. Et les cours de langue continuaient toujours. Alors, je me retrouve dans mon pays en ce moment. J'ai pas eu le temps parce que vous savez que après avoir vraiment vécu une guerre civile, c'est pas du tout facile. Là, nous avons par exemple perdu 40 ans de développement. Nous sommes en retard de nouveau, 40 ans concernant... C'est dû à la guerre, aux atrocités de la guerre et tout ça. Alors, les 350 par exemple... les producteurs ne se disposent pas du tout des moyens de transport. Mais aujourd'hui, quel est le prix? Mais le prix acheté était de 350 et aujourd'hui l'année dernière, et cette année-ci, 200. Qu'est-ce qui prouve 200 francs CFA. D'où votre colère, votre engagement. Voilà. Avec votre permission, monsieur le journaliste, j'insiste sur les 350. Les 350 que je suis en train de défendre en ce moment, c'est le prix qui va permettre qu'un producteur puisse gagner quelque chose. Avoir un revenu substantiel. Avoir un revenu, déjà pour pouvoir acheter des médicaments pour son enfant, envoyer l'enfant à l'école, acheter des habits et de quoi manger. Et les 350 aussi, vous savez, monsieur, pour un producteur qui ne dispose pas du tout des moyens de pouvoir ramener la noix d'acajou, sa noix d'acajou au niveau de la capitale, le transport sera inclus sur les 350. Les sacs vides aussi, afin de pouvoir stocker la noix d'acajou, sera inclus. Alors, c'est pour cela que je continue à défendre les 350 comme prix du kilo de la noix d'acajou. Et je demande, c'est parce que je connais très bien la valeur de la noix d'acajou de mon pays. Et je sais que, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire... C'est l'une des meilleures qualités en Afrique. Exactement. Première qualité. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'était à 308 le kilo. Et là, en ce moment, aussi, dû à cette chute, c'est à 223 francs CFA. Pourquoi? C'est parce que les acheteurs qui sont au niveau de l'international sont en train de faire une mauvaise publicité. Donc, il y a des Indiens... niveau du marché. Alors, voilà, il y a des Indiens qui utilisent... Vous me parlez des Indiens. Je vais vous parler des Indiens. Les Indiens sont vraiment un pays
qui ont besoin... Ils ne produisent pas, en fait. Produisent 40%, je crois. Hein, mais ils ont besoin chaque année de 600 000 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Ils n'arrivent pas du tout à produire la moitié. Pas toujours. Les 60%, quoi. Les 60% restants. En ce moment, par exemple, les Indiens se disposent même des arbres de la noix d'acajou de mon pays qui ont été plantés chez eux. Voilà. Ça veut dire qu'en ce moment, ils vont toujours avoir besoin de venir en Afrique à la recherche de la noix d'acajou. Et surtout parce que là, je ne suis pas du tout en train de défendre uniquement mon pays. Mais j'ai l'impression que c'est un monopole, là, il faut casser. Exactement. Mon pays, c'est la Guinée-Bissau. Oui. Mais j'appartiens à l'Afrique. Je suis une Africaine. En même temps, je veux aussi pouvoir défendre tous les pays de l'Afrique. Vous voulez unir tous les producteurs. Unir tous les producteurs de l'Afrique pour mieux se défendre. Et là, par exemple, je serai aussi en mesure tout de suite de me prononcer sur une union africaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je demande. Qu'est-ce que vous allez dire à Alpha Konaré? Commençant par mon mari. Parce que vous savez, mon mari, c'est un président de la Guinée-Bissau, mais il est le père de l'Afrique. Le président de la Gambie, c'est le père de l'Afrique aussi, M. Yahya Jammeh. Le président Wade, hein, vraiment, c'est le président du Sénégal, mais c'est aussi le père de l'Afrique. Parlons d'autres pays. Le panafricanisme. Le panafricanisme. Hein? Merci, je vous remercie. Mais vous savez, là, par exemple, je demande à tous les chefs d'État africains, surtout, qui représentent les pays africains, qui se disposent de la noix d'acajou comme produit, et ce produit qui est précieux et qui est de l'or, de se rassembler autour de votre combat. De se rassembler autour de mon combat. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va vraiment améliorer le prix, hein, par exemple, par la création d'une bourse. Qu'est-ce que ça veut dire, une bourse africaine, mondiale, internationale concernant la noix d'acajou? Ça va pouvoir fixer le prix mondial, international, n'est-ce pas, afin de pouvoir permettre que les producteurs, comme ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, hein, je connais plusieurs producteurs qui... Vraiment, je ne dis pas qu'ils sont devenus riches, mais ils sont devenus avec un droit de pouvoir vraiment défendre son produit. Je préfère voir un peuple pauvre mais libre dans ce qui concerne le prix qui appartient à son choix, que voir un peuple africain devenir riche dans l'esclavage. Je suis contre et je refuse cette situation. Alors je demanderai à M. Alpha Konaré de bien vouloir suivre et vraiment apprécier ce message et en ensemble, commençant déjà par mon mari et d'autres présidents de l'Afrique, de se mobiliser. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le combat que vous menez? Qu'est-ce que vous attendez de l'aide? Exactement. Vous savez, je ne suis pas là du tout pour faire la guerre à qui que ce soit. Mais par contre, j'ai un message au pauvre indien, au peuple indien. Je veux que ce peuple vienne à la rencontre de mes idées. Mes idées ne sont pas uniquement mes idées à moi, des idées des producteurs d'Afrique. Pourquoi? Je veux que ça soit, par exemple, les deux parties qui gagnent. Je veux que ça soit gagnant-gagnant. Exactement. Maintenant que vous avez lancé un message au président africain, quel message lancez-vous au président Sarkozy, à George Bush et à l'Union européenne? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire pour vous aider dans votre combat? Je vous remercie. La France a un souci. Et l'un des soucis, c'est l'immigration. Je propose à M. Sarkozy, je propose aussi à M. Hortefeux de bien vouloir trouver une solution pour que l'Afrique continue à garder les Africains, mais en même temps, ayant des conditions de pouvoir vivre en Afrique. Aider les gens à se passer de l'aide. Aider les gens à s'en passer de l'aide. Je pense qu'ils seront en mesure de pouvoir contrôler mieux l'immigration. Je vous dis, monsieur le journaliste, quand j'ai fini mes études ici, même avant d'avoir fini mes études, moi j'ai toujours dit, finissant mes études, je rentre. J'ai envie de développer mon pays, pas uniquement parce que mon mari était
le président à l'époque. Mais c'est parce que je me sens très, très, très bien chez moi. Je viens... D'autant plus que quand votre mari était parti du pays, vous avez eu le courage de retourner. Exactement. Moi, quand mon mari, 8 mois après le départ de mon mari du pouvoir et du pays, moi, Nazareth Vieira, j'étais déjà en Guinée-Bissau. Dans un pays en guerre. Dans un pays en guerre. Je pense que là, vraiment, quand on croit en Dieu, vous savez, monsieur le journaliste, il n'y a pas de Dieu pour les musulmans, il n'y a pas de Dieu pour les chrétiens. Nous prions tous pour un seul Dieu. Mais moi, mon Dieu, c'est mon Dieu qui représente le vrai Dieu, le seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous appelez de Nazareth. Quelle coïncidence. Mon papa, voilà, je m'appelle Nazareth depuis la naissance. Et je remercie mon papa d'avoir préféré m'appeler. Ça me porte bonheur, ça me porte beaucoup de bonheur. Et ça renforce votre foi. Et je demande à Jésus, ici, en ce moment, de trouver une solution pour mon pays. Car et pour l'Afrique, cette guerre, et pour l'Afrique exactement, c'est parce que cette guerre nous a coûté très 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 cher. Moi, je ne suis pas là pour juger personne. Si ça a été un destin, alors je demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, de bien vouloir sauver mon pays, de couvrir mon pays de son sang qui est précieux, d'aider mes producteurs, par exemple, et les producteurs de l'Afrique, à pouvoir s'en sortir dans ce qui concerne le prix de la noix d'acajou. C'est parce que 200 francs CFA, 230 francs CFA ne sera jamais un prix abordable, ne sera jamais un prix qui va vraiment lutter contre la pauvreté. En profitant de cette occasion aussi, de lancer un appel à la Banque mondiale qui n'a jamais ouvert une ligne de crédit pour la lutte contre la pauvreté. C'est une occasion. C'est une occasion. Qui pense à cela, c'est une occasion de pouvoir venir. Parce que là, si vous voulez, si les producteurs doivent continuer avec leur noix d'acajou. J'espère que vous n'oubliez pas l'Union européenne. Par exemple, non, pas du tout. Vous allez rentrer là, je pense que vous allez les rencontrer. La Banque mondiale, je ferai tout. Vous allez les rencontrer, rencontrer les autorités françaises. Mais quand je parle de la Banque mondiale, je parle de la Communauté économique européenne, je parle des FMI, je parle de tous ces bailleurs de fonds qui regardent. C'est parce que moi, je préfère qu'à partir de notre produit, qui est là, par exemple, qui est là, on le voit, on le produit, nous puissions s'en sortir, qu'être tout le temps endettés. C'est parce que quand ils nous financient, quand nos ministres, nos premiers ministres, nos gouvernants, même nos présidents partent pour aller à la recherche des financements pour notre pays, mais il faut aussi penser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est parce que nous allons partir. Et ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Bon héritage, ici, 30 ans, 50 ans, les enfants seront là toujours en train de rembourser nos dettes. Commençons par l'existence d'un produit naturel qui nous appartient. Tout à fait. Je veux tout simplement aussi souligner que les Indiens, j'aurais aimé qu'ils soient vraiment, qu'ils continuent à être les premiers acheteurs, puisqu'ils ont besoin de 600 000 tonnes de la noix d'acajou. Chez eux, ils ont, par exemple, comme nombre de femmes qui travaillent chez eux, 290 000 femmes qui travaillent au niveau de leur entreprise. Et comme entreprise, ils ont 96 000 entreprises. Alors, ils exportent la noix d'acajou pour les États-Unis, pour Hollande, Allemagne, plusieurs pays. Je pense que là, vraiment, nous sommes en mesure d'aller aussi au-delà de notre pays, aller à la recherche, par exemple, d'autres acheteurs comme les Américains. Pour diversifier la clientèle, casser le monopole. Mais comme ils sont déjà chez nous, et aussi, et comme ils sont déjà chez nous. Et une autre chose aussi, ça fait 20 ans, par exemple, qu'Olam se trouve chez nous, mais ils n'ont pas du tout pensé à créer une unité. Et là, en ce moment, j'ai deux. Produire sur place. Exactement. Créer une industrie de production, ils préfèrent ramener nos noix d'acajou. Mais ils pouvaient déjà. Mais là, en ce moment, par exemple, depuis l'année dernière, jusque-là, j'ai déjà 2 projets d'installation de au moins 2 unités pour la transformation de la noix d'acajou. Ça va permettre que nos femmes... De créer de la valeur ajoutée, de créer d'autres activités. Ça va permettre que nos femmes puissent travailler sur place. Alors là, je continue vraiment à lancer un appel, surtout aux Indiens, qui ne viennent pas chez nous de la façon comme ils prétendent venir acheter la noix d'acajou à prix de 200. Non, qui viennent, ils sont vraiment les bienvenus, mais je souhaiterais que ça soit gagnant-gagnant.
nous espérons que l'Union africaine, que l'Union européenne, que les autorités françaises, les États-Unis, que tous ces grands pays ont bien saisi votre message. Qu'est-ce que vous voulez dire comme mot de la fin? Je continue. La France m'a très bien accueilli en 87. Quand je suis arrivée, je parlais très peu la langue française. Mais là, je parle la langue française. Vous parlez bien. Merci, je vous remercie parce que je viens d'un pays lusophone. Alors, j'insiste. Vous parlez quoi? Le portugais? Le portugais et le créole, voilà. Ethnie officielle en Guinée-Bissau, c'est le créole. Tout le monde parle le créole, mais nous avons plusieurs autres ethnies, dialectes, je veux dire. Alors, j'insiste sur ce point que vraiment, que la France, la communauté économique européenne, les États-Unis, d'autres pays dans le monde tout entier pensent à l'Afrique. Pense à l'Afrique. Nous ne sommes pas, de cette façon, je veux dire, nous ne serons pas vraiment en mesure de penser uniquement à l'ancienne histoire, l'histoire de l'exportation, l'histoire de la colonisation. Et là, quand ils auront un geste de penser à l'Afrique, de penser aux Africains, penser à développer l'Afrique, n'est-ce pas, donner des moyens. Je ne pense pas que les Africains, ils viendront pour les vacances, évidemment. C'est parce que chez nous aussi, nous avons des étrangers, des Européens. Ça réduira du coup l'émigration. Exactement. Pour voir, par exemple, nous avons des sérieux problèmes de développement en Guinée-Bissau, la santé, les enfants, il n'y a pas d'école. Jusqu'à présent, j'ai des femmes qui meurent parce qu'ils n'ont pas pu accoucher. Je vois, le sujet est très, très passionnant. Vous avez réussi, à mon avis, à faire passer le message. J'espère que des pays qui sont intéressés par la noix d'acajou iront taper la porte pour casser ce monopole-là et pour que vous arriviez au prix raisonnable pour les producteurs. De toute façon, prenons rendez-vous, nous irons en Guinée-Bissau, nous irons sur le terrain, voir ce que font les producteurs, relayer le combat que vous faites. J'espère que les producteurs vont être derrière vous pour soutenir ce combat. Et nous vous remercions vraiment d'avoir... Merci, j'embrasse l'Afrique, j'embrasse l'Europe, j'embrasse vraiment tous les pays qui surtout seront en mesure de penser à nos pays d'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Vous avez bien vu que c'était assez passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous vous remercions d'avoir suivi avec nous cette émission. Merci de rester sur 3A Télé Sud et à très bientôt pour une prochaine émission. Mesdames, Messieurs, très heureux d'être avec vous pour ce Africam le débat qui va durer pendant 26 minutes. Au menu de cette émission, nous allons traiter de la noix d'acajou en Guinée-Bissau. Pour nous parler de cela, nous avons Madame Vieira Nazareth, épouse du président Nuno Vieira, président de Guinée-Bissau, qui se bat pour défendre les producteurs de son pays, victime de la baisse des prix. Rappelons que la noix d'acajou est un produit, c'est presque de l'or en Guinée-Bissau et que c'est un produit assez convoité. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste, je vous remercie. Tout d'abord, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer au niveau de Télé Sud, une chaîne internationale, et j'apprécie énormément votre efficacité. Je vous en remercie encore une fois. Je suis là encore une fois parce que en 92, par exemple, j'étais étudiante ici en France. Finissant mes études, j'ai rencontré des personnalités qui ont voulu, entre ces personnalités, j'ai rencontré un monsieur, un ancien combattant français, qui a voulu aller
au niveau de mon pays, c'est parce que à l'époque déjà, il avait entendu parler de ce produit que, en réalité, c'était quelque chose de très important et aussi apprécié à l'époque déjà comme apéritif. Je lui ai parlé de mon pays et tout de suite, il était prêt à partir. Alors, je lui ai fait venir en Guinée-Bissau, ça en 92, et avec quelle quantité de riz, parce que vous savez, je viens d'un pays lusophone et mon peuple mange beaucoup le riz. Alors, je lui ai dit, mais dans ce cas, pourquoi pas vous installer déjà chez moi avec un produit qui est très bien apprécié, c'est le riz, par exemple. Hein, chez moi, les gens mangent le riz 4 fois. Alors, il était tout de suite prêt et avec beaucoup de plaisir. Il s'est rendu chez moi avec 22 000 tonnes de riz, hein, ce qui n'est pas du tout une petite quantité. Bon, c'est vrai que alors ça n'a pas été facile ni pour lui ni pour moi, c'est parce que à l'époque, étant par exemple en France, à mon retour, je n'ai pas pu, par exemple, lui trouver des gens convenables, des gens capables d'être en mesure, c'est parce que moi je n'avais pas assez de temps, d'être en mesure ensemble avec lui, pouvoir en réalité faire la distribution ou bien échange entre le riz et la noix d'acajou, ce qui serait idéal. Un système de troc. Un système de troc. Alors ça n'est pas du tout, ça s'est pas du tout bien passé, et voilà, et tout de suite après, m'est venue à l'idée de créer une école francophone. Pourquoi? C'est parce que ici, pendant que j'étais étudiante, j'ai eu ma fille aînée, 92-93. C'était quoi le nom de l'école? L'école francophone Jean de La Fontaine. Ah, Jean de La Fontaine. Voilà, c'était en quelque sorte. Hein? Non, je ne suis pas francophone, je suis lusophone. Vous êtes lusophone, mais vous parlez français. Quoi. Exactement, en quelque sorte, j'étais en train de promouvoir la langue française dans un pays lusophone. Qu'est-ce que vous êtes venu de promouvoir la langue française? Vous aimez la langue de déjà, Lamartine? J'ai toujours préféré le français. Ah bon? Étant étudiante, je suis née en Guinée-Bissau, plus précisément à Bissau, la capitale. J'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, ma jeunesse, et finalement, j'ai toujours eu français et anglais, mais j'ai toujours préféré français comme langue. Français. Ah, d'accord. Voilà, et voilà, à l'époque, j'ai préféré, avec une bourse, venir faire mes études en France. Pourquoi avez-vous créé une école de français en Guinée-Bissau? J'ai créé une école. Bon, c'était quoi l'objectif? Revenant sur ma fille aînée qui est née ici à Paris, elle est née française, n'est-ce pas? Et bon, elle parlait uniquement le français comme langue. Alors, en arrivant en Guinée-Bissau, j'étais obligée, mon mari et moi, de l'inscrire dans une école française. Voilà, et j'ai eu un deuxième garçon aussi. Alors, ils étaient deux à l'école, ce qui nous coûtait très, très, très cher. Un couple d'amis est venu me voir en me proposant qu'on crée une école. J'ai accepté. J'ai été tout de suite avec le projet de création de cette école. Nous avons eu c'est une école privée, je précise. Privé. Voilà. Nous avons eu un fonds perdu canadien, 50 000 $. Et 1994, l'école était dans une phase d'expérience. Tout de suite, j'ai été soutenue aussi par la coopération française. Voilà, un montant de 150 000 francs français à l'époque. Et tout de suite, de nouveau, j'ai eu 100 000 francs français. L'école a démarré. Une année d'expérience. Et comme ça, l'école a démarré avec niveau qui allait tout de suite de niveau crèche au niveau terminal. Voilà. Il y a des gens qui ont obtenu le bac? Qui ont obtenu le bac. Par exemple, en 97.
Entre-temps, l'école avait aussi des cours de langue parallèlement, français, anglais, espagnol, voilà. Et j'avais attribué 40 places gratuitement aux enfants pauvres. Pourquoi? C'est parce que je ne me sentais pas du tout bien étant dans un pays lusophone et voir les enfants de mon pays, par exemple, ne pas pouvoir avoir accès à une école francophone, n'est-ce pas, qui existait déjà au niveau de la capitale. Donc vous avez ouvert la chance aux plus démunis. J'ai ouvert la chance, exactement. Alors, j'ai aussi attribué 11 places gratuitement aux militaires et aussi aux fonctionnaires qui venaient. Bon, en 97, 98, je voyais des enfants qui parlaient déjà très bien le français et l'anglais. Je voyais des fonctionnaires de mon pays qui parlaient, qui s'exprimaient très bien en français. Je voyais aussi la volonté des fonctionnaires de mon pays en train de vouloir venir apprendre une langue étrangère, surtout parce que nous sommes entourés uniquement que des pays francophones et aussi lusophones, des pays, voilà. Et c'était vraiment un grand plaisir. Et ça m'a vraiment donné l'envie d'être chez moi et de pouvoir continuer exactement à côté de mon mari à lutter pour, en quelque sorte, le développement socio-économique de mon pays. Je vois que l'éducation est un élément fondamental dans votre action. Nous allons revenir à un sujet qui vous tient à cœur. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes à Télé Sud aujourd'hui. C'est pour vous êtes depuis quand vous avez commencé déjà à défendre les agriculteurs? Oui, les agriculteurs. Oui, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit et qui vous a motivé à prendre ce combat-là à bras le corps et à lutter pour défendre les agriculteurs? Alors, à Paris, j'étais en train de regarder la chaîne portugaise, RTPI. Alors, tout à coup, je vois des producteurs, des agriculteurs de mon pays, un peu loin de Bissau, la capitale, en train de... Ils se sont organisés pour une marche. Soi-disant, ils demandaient au gouvernement de bien s'occuper de la noix d'acajou. Pourquoi? C'est parce que la noix d'acajou est considérée, a toujours été considérée, mais en ce moment est vraiment considérée l'or. Parce que en ce moment, par exemple, c'est... en réserve, par exemple, l'existence du pétrole. Mais nous ne pouvons pas dire que notre pays se dispose du pétrole. C'est l'une des principales richesses, vous voulez dire. Et il faut défendre. Il faut la défendre. C'est comme de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Alors, je me suis dit, bon, en 92, la noix d'acajou appartenait à l'État. Ça constitue combien? 85% des recettes du pays? 85%. C'est important, ça. Exactement. D'où votre combat des recettes, voilà, de l'exportation de mon pays. Oui. Exactement. Alors, je me suis dit, mais à l'époque, en 92, quand j'ai fait venir des étrangers s'installer chez moi, la noix d'acajou appartenait à l'État. Mais à l'époque, la noix d'acajou coûtait entre 700, 800, 900 dollars la tonne. Mais comment ça se fait que maintenant... Et puis j'ai assisté à des Guinéens-Bissau, des Guinéens-Conakry aussi, qui ont pu vendre la noix d'acajou à Paris à ce prix-là, 800, 900 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et là que, par exemple, nous avons vraiment une opportunité parce qu'elle est privatisée. Le projet noix d'acajou, c'est plutôt... Ça devrait être mieux géré, plus rentable. Ça devrait être mieux géré. Pourquoi? Ici, je suis en train, en ce moment, et voilà, revenant, j'ai tout de suite contacté des gens et qui étaient prêts à venir de nouveau en Guinée-Bissau pour pouvoir commencer de nouveau l'exportation de la noix d'acajou. Alors, quelle proposition j'ai eue? J'ai eu tout de suite 30 000 tonnes de noix d'acajou qui devraient être exportées tout de suite à un prix de 350. Quels sont les grands pays consommateurs? À un prix de 350. Et c'était le prix, il était pris, exactement. Et c'était le prix que le gouvernement qui avait soutenu mon mari au niveau des élections avait choisi. C'est-à-dire que les 350, ce n'est pas du tout le prix de Nazareth. Ça y est, c'était acquis, ça. C'était acquis. Et comme mon mari venait de gagner les élections, tout ça, alors j'ai voulu surtout aussi, parce que pourquoi est-ce que je défends les 350 francs CFA comme kilo? Parce qu'avec ce prix, je vous assure que les salaires qui sont toujours en retard au niveau de mon pays vont pouvoir aider nos salariés qui
n'ont pas eu, par exemple, de salaire, par exemple, 4-5 mois de retard, d'arriéré. Et ces salariés sont des pères de famille, sont des pères qui veulent envoyer des enfants à l'école, sont des papas et des mamans, par exemple, c'est des couples qui veulent pouvoir acheter du médicament. Les 350, calculons, mon pays vient et suit d'une guerre civile. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup de difficultés en ce moment, n'est-ce pas? Je vois que l'école n'arrive pas du tout à commencer, par exemple, en Guinée-Bissau, en octobre. Et vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Mon école commençait chaque année le 1er septembre. Oui, on a un mois d'avance. Et fermait ses portes fin juin. Et les cours de langue continuaient toujours. Alors, je me retrouve dans mon pays en ce moment. J'ai pas eu le temps parce que vous savez que après avoir vraiment vécu une guerre civile, c'est pas du tout facile. Là, nous avons par exemple perdu 40 ans de développement. Nous sommes en retard de nouveau, 40 ans concernant. C'est dû à la guerre, aux atrocités de la guerre et tout ça. Alors, les 350 par exemple. Les producteurs ne se disposent pas du tout des moyens de transport. Mais aujourd'hui, quel est le prix? Mais le prix acheté était de 350 et aujourd'hui l'année dernière, et cette année-ci, 200. Qu'est-ce qui prouve 200 francs CFA. D'où votre colère, votre engagement. Voilà. Avec votre permission, monsieur le journaliste, j'insiste sur les 350. Les 350 que je suis en train de défendre en ce moment, c'est le prix qui va permettre qu'un producteur puisse gagner quelque chose. Avoir un revenu substantiel. Avoir un revenu, déjà pour pouvoir acheter du médicament pour son enfant, envoyer l'enfant à l'école, acheter des habits et de quoi manger. Et les 350 aussi, vous savez, monsieur, pour un producteur qui ne dispose pas du tout des moyens de pouvoir ramener la noix d'acajou, sa noix d'acajou au niveau de la capitale, le transport sera inclus sur les 350. Les sacs vides aussi, afin de pouvoir stocker la noix d'acajou, sera inclus. Alors, c'est pour cela que je continue à défendre les 350 comme prix du kilo de la noix d'acajou. Et je demande, c'est parce que je connais très bien la valeur de la noix d'acajou de mon pays. Et je sais que, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire... C'est l'une des meilleures qualités en Exactement. Afrique. Première qualité. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'était à 308 le kilo. Et là, en ce moment, aussi, dû à cette chute, c'est à 223 francs CFA. Pourquoi? C'est parce que les acheteurs qui sont au niveau de l'international sont en train de faire une mauvaise publicité. Donc, il y a des Indiens... Au niveau du marché. Alors, voilà, il y a des Indiens qui utilisent... Vous me parlez des Indiens. Je vais vous parler des Indiens. Les Indiens sont vraiment un pays qui ont besoin... Ils ne produisent pas. Produisent 40%, je crois. Hein, mais ils ont besoin, chaque année, de 600 000 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Ils n'arrivent pas du tout à produire la moitié. Pas toujours. Les 60%, quoi. Les 60% restants. En ce moment, par exemple, les Indiens se disposent même des arbres de la noix d'acajou de mon pays qui ont été plantés chez eux. Voilà. Ça veut dire qu'en ce moment, ils vont toujours avoir besoin de venir en Afrique à la recherche de la noix d'acajou. Et surtout parce que là, je ne suis pas du tout en train de défendre uniquement mon pays. Mais j'ai l'impression que c'est un monopole, là, il faut casser. Exactement. Mon pays, c'est la Guinée-Bissau. Mais j'appartiens à l'Afrique. Je suis une Africaine. En même temps, je veux aussi pouvoir défendre tous les pays de l'Afrique. Vous voulez unir tous les producteurs. Unir tous les producteurs de l'Afrique pour mieux se défendre. Et là, par exemple, je serai aussi en mesure tout de suite de me prononcer sur une union africaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je demande. Qu'est-ce que vous allez dire à Alpha Konaré? Commençons par mon mari. Parce que vous savez, mon mari, c'est un président de la Guinée-Bissau, mais il est le père de l'Afrique.
Le président de la Gambie, c'est le père de l'Afrique aussi, M. Yahya Jammeh. Oui. Le président Wade, hein, vraiment, c'est le président du Sénégal, mais c'est aussi le père de l'Afrique. Oui, parlons d'autres pays. Le panafricanisme. Hein? Merci, je vous remercie. Mais vous savez, là, par exemple, je demande à tous les chefs d'État africains, surtout, qui représentent les pays africains, qui se disposent de la noix d'acajou comme produit, et ce produit qui est précieux et qui est de l'or, de se rassembler autour de votre combat. rassembler autour de mon combat. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va vraiment améliorer le prix, hein, par exemple, par la création d'une bourse. Qu'est-ce que ça veut dire, une bourse africaine, mondiale, internationale concernant la noix d'acajou? Voilà. Ça va pouvoir fixer le prix mondial, international, n'est-ce pas, afin de pouvoir permettre que les producteurs, comme ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, hein, je connais plusieurs producteurs qui... Vraiment, je ne dis pas qu'ils sont devenus riches, mais ils sont devenus avec un droit de pouvoir vraiment défendre son produit. Je préfère voir un peuple pauvre mais libre dans ce qui concerne le prix qui appartient à son choix, que voir un peuple africain devenir riche dans l'esclavage. Je suis contre et je refuse cette situation. Alors je demanderai à M. Alpha Konaré de bien vouloir suivre et vraiment apprécier ce message et en ensemble, commençant déjà par mon mari et d'autres présidents de l'Afrique, de se mobiliser. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le combat que vous menez? Qu'est-ce que vous attendez de l'aide? Exactement. Vous savez, je ne suis pas là du tout pour faire la guerre à qui que ce soit. Mais par contre, j'ai un message aux pauvres Indiens, au peuple indien. Je veux que ce peuple vienne à la rencontre de mes idées. Mes idées ne sont pas uniquement mes idées à moi, des idées des producteurs d'Afrique. Pourquoi? Je veux que ça soit, par exemple, les deux parties qui gagnent. Je veux que ça soit gagnant-gagnant. Exactement. Maintenant que vous avez lancé un message au président africain, quel message lancez-vous au président Sarkozy, à George Bush et à l'Union européenne? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire pour vous aider Je vous remercie. Dans votre combat? Je vous remercie. La France a un souci. Et l'un des soucis, c'est l'immigration. Je propose à M. Sarkozy, je propose aussi à M. Hortefeux de bien vouloir trouver une solution pour que l'Afrique continue à garder les Africains, mais en même temps, ayant des conditions de pouvoir vivre en Afrique. Aider les gens à se passer de l'aide. Aider les gens à s'en passer de l'aide. Je pense qu'ils seront en mesure de pouvoir contrôler mieux l'immigration. Je vous dis, monsieur le journaliste, quand j'ai fini mes études ici, même avant d'avoir fini mes études, moi j'ai toujours dit, finissant mes études, je rentre. J'ai envie de développer mon pays, pas uniquement parce que mon mari était le président à l'époque, mais c'est parce que je me sens très 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 bien chez moi. Je viens... D'autant plus que quand votre mari était parti du pays, vous avez eu le courage de retourner. Exactement. Moi, quand mon mari, 8 mois après le départ de mon mari du pouvoir et du pays, moi, Nazareth Vieira, j'étais déjà en Guinée-Bissau. Dans un pays en guerre. Dans un pays en guerre. Je pense que là, vraiment, quand on croit en Dieu, vous savez, monsieur le journaliste, il n'y a pas de Dieu pour les musulmans, il n'y a pas de Dieu pour les chrétiens. Nous prions tous pour un seul Dieu. Mais moi, mon Dieu, c'est mon Dieu qui représente le vrai Dieu, le seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous appelez de Nazareth. Quelle coïncidence. Mon papa, voilà, je m'appelle Nazareth depuis la naissance. Et je remercie mon papa d'avoir préféré m'appeler. Ça me porte bonheur. Ça me porte beaucoup de bonheur. Et ça renforce votre foi. Et je demande à Jésus, ici, en ce moment, de trouver une solution pour mon pays. Car et pour l'Afrique. Cette guerre, et pour l'Afrique exactement, c'est parce que cette guerre nous a coûté très 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 cher. Moi, je ne suis pas là pour juger
personne. Si ça a été un destin, alors je demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, de bien vouloir sauver mon pays, de couvrir mon pays de son sang qui est précieux, d'aider mes producteurs, par exemple, et les producteurs de l'Afrique, à pouvoir s'en sortir dans ce qui concerne le prix de la noix d'acajou. C'est parce que 200 francs CFA, 230 francs CFA ne sera jamais un prix abordable, ne sera jamais un prix qui va vraiment lutter contre la pauvreté. En profitant de cette occasion aussi, de lancer un appel à la Banque mondiale qui n'a jamais ouvert une ligne de crédit pour la lutte contre la pauvreté. C'est une occasion. C'est une occasion. Qui pense à cela, c'est une occasion de pouvoir venir. Parce que là, si vous voulez, si les producteurs doivent continuer avec leur noix d'acajou, j'espère que vous n'oubliez pas l'Union européenne. Par exemple, non, pas du tout. Vous allez rentrer là, je pense que vous allez les rencontrer. La Banque mondiale, je ferai tout. Vous allez les rencontrer, rencontrer les autorités françaises. Mais quand je parle de la Banque mondiale, je parle de la Communauté économique européenne, je parle des FMI, je parle de tous ces bailleurs de fonds qui regardent. C'est parce que moi, je préfère qu'à partir de notre produit qui est là, par exemple, qui est là, on le voit, on le produit, nous puissions s'en sortir, qu'être tout le temps endettés. C'est parce que quand ils nous financient, quand nos ministres, nos premiers ministres, nos gouvernants, même nos présidents partent pour aller à la recherche des financements pour notre pays, mais il faut aussi penser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est parce que nous allons partir. Et ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Bon héritage. Ici, 30 ans, 50 ans, les enfants seront là toujours en train de rembourser nos dettes. Commençons par l'existence d'un produit naturel qui nous appartient. Tout à fait. Je veux tout simplement aussi souligner que les Indiens, j'aurais aimé qu'ils soient vraiment, qu'ils continuent à être les premiers acheteurs, puisqu'ils ont besoin de 600 000 tonnes de la noix d'acajou. Chez eux, ils ont, par exemple, comme nombre de femmes qui travaillent chez eux, 290 000 femmes qui travaillent au niveau de leur entreprise. Et comme entreprise, ils ont 96 000 entreprises. Alors, ils exportent la noix d'acajou pour les États-Unis, pour Hollande, Allemagne, plusieurs pays. Je pense que là, vraiment, nous sommes en mesure d'aller aussi au-delà de notre pays, aller à la recherche, par exemple, d'autres acheteurs comme les Américains. Pour diversifier la clientèle, casser le monopole. Mais comme ils sont déjà chez nous, et aussi, et comme ils sont déjà chez nous. Et une autre chose aussi, ça fait 20 ans par exemple qu'Olam se trouve chez nous, mais ils n'ont pas du tout pensé à créer une unité. Et là, en ce moment, j'ai deux. Produire sur place. Exactement. Créer une industrie de production. Ils préfèrent ramener nos noix d'acajou. Mais ils pouvaient déjà. Mais là, en ce moment, par exemple, depuis l'année dernière, jusque-là, j'ai déjà 2 projets d'installation de au moins 2 unités pour la transformation de la noix d'acajou. Ça va permettre que nos femmes... De créer de la valeur ajoutée, de créer d'autres activités. Ça va permettre que nos femmes puissent travailler sur place. Alors là, je continue vraiment à lancer un appel, surtout aux Indiens, qui ne viennent pas chez nous de la façon comme ils prétendent venir acheter la noix d'acajou à prix de 200. Non, qui viennent, ils sont vraiment les bienvenus, mais je souhaiterais que ça soit gagnant-gagnant. Nous espérons que l'Union africaine, que l'Union européenne, que les autorités françaises, les États-Unis, que tous ces grands pays ont bien saisi votre message. Qu'est-ce que vous voulez dire comme mot de la fin? Je continue. La France m'a très bien accueilli en 87. Quand je suis arrivée, je parlais très peu la langue française. Mais là, je parle la langue française. Vous parlez bien. Merci, je vous remercie parce que je viens d'un pays lusophone. Alors, j'insiste. Vous parlez quoi, le portugais? Le portugais et le créole, voilà. Ethnie officielle en Guinée-Bissau, c'est le créole. Tout le monde parle le créole, mais nous avons plusieurs autres ethnies, dialectes, je veux dire. Alors, j'insiste sur ce point que vraiment, que la France, la communauté économique européenne, les États-Unis, d'autres pays dans le monde tout entier pensent à l'Afrique. Pense à l'Afrique. Nous ne sommes pas, de cette façon, je veux dire, nous ne serons pas vraiment en mesure de penser uniquement
à l'ancienne histoire, l'histoire de l'exportation, l'histoire de la colonisation. Oui. Et là, quand ils auront un geste de penser à l'Afrique, de penser aux Africains, penser à développer l'Afrique, n'est-ce pas, donner des moyens. Je ne pense pas que les Africains, ils viendront pour les vacances, évidemment. C'est parce que chez nous aussi, nous avons des étrangers, donc, des Européens. Ça réduira du coup l'immigration. Exactement. Pour voir, par exemple, nous avons des sérieux problèmes de développement en Guinée-Bissau, la santé, les enfants, il n'y a pas d'école. Jusqu'à présent, j'ai des femmes qui meurent parce qu'ils n'ont pas pu accoucher. Je vois, le sujet est très, très passionnant. Vous avez réussi, à mon avis, à faire passer le message. J'espère que des pays qui sont intéressés par la noix d'acajou iront taper la porte pour casser ce monopole-là et pour que vous arriviez au prix raisonnable pour les producteurs. De toute façon, prenons rendez-vous. Nous irons en Guinée-Bissau. Nous irons sur le terrain voir ce que font les producteurs, relayer le combat que vous faites. J'espère que les producteurs vont être derrière vous pour soutenir ce combat. Et nous vous remercions vraiment d'avoir... Merci. J'embrasse l'Afrique, j'embrasse l'Europe, j'embrasse vraiment tous les pays qui surtout seront en mesure de penser à nos pays d'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Vous avez bien vu que c'était assez passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous vous remercions d'avoir suivi avec nous cette émission. Merci de rester sur 3A Télé Sud et à très bientôt pour une prochaine émission.